take my hand, boss. You see for yourself. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler d'un film que nous connaissons tous, un film qui nous a tous bouleversés, qui nous a arraché des larmes que nous ne sécherons probablement jamais. Si je vous dis John Coffey, si je vous dis Mr. Jingle, vous me répondez bien sûr, La Ligne Verte. La Ligne Verte, sorti en 1999, est devenu avec le temps l'un des films de prison les plus connus et les plus appréciés du grand public, grâce à une histoire originale, fantastique et bouleversante qui a su toucher toutes les générations. Mais cette histoire fantastique, imaginée par le génial Stephen King, ne serait-elle finalement pas un plagiat ? Ne serait-elle pas le plagiat d'une autre histoire fantastique, écrite par un scénariste au milieu des années 80 ? C'est ce que je me suis demandé en retombant par hasard sur un épisode de la série culte Histoire fantastique, créée par Steven Spielberg en 1985, soit 10 ans avant la parution du roman de Stephen King. L'épisode en question se trouve dans la saison 2 et s'intitule tout simplement La chaise électrique. Un épisode qui nous raconte une histoire fortement similaire à celle que l'on trouve dans La Ligne Verte. Du coup, y a-t-il eu véritablement plagiat de la part de Stephen King, ou alors est-ce que cette ressemblance est simplement le fruit du hasard, ou une copie inconsciente ? Nous allons voir ça dans quelques instants, mais d'abord revenons sur l'épisode de cette série des années 80 pour savoir de quoi ça parle exactement. Eh bien, c'est l'histoire d'un condamné à mort, interprété par le regretté Patrick Swayze. D'ailleurs, Patrick Swayze mort prématurément à l'âge de 57 ans, un peu comme Michael Clarke Duncan, l'interprète de John Coffey, lui aussi mort prématurément et pratiquement au même âge, c'est-à-dire à 54 ans. Une coïncidence bien étrange, vous en conviendrez. Mais bon, on s'égare un peu du sujet, même si tout ça reste un petit peu troublant aussi finalement. Bref, ce condamné à mort qui doit être exécuté sur la chaise électrique dans quelques heures, présente soudainement une faculté incroyable après que la foudre se soit abattue sur lui suite à une tentative d'évasion. Ce prisonnier a soudainement un pouvoir extraordinaire, capable de soigner et de guérir les gens de leurs blessures, rien qu'en les touchant. Ça ne vous rappelle rien ? Et comme dans La Ligne Verte, les gardiens de la prison ainsi que certains détenus vont tout faire pour essayer de libérer cet homme au pouvoir guérisseur, car ils vont se retrouver confrontés face au même dilemme que les personnages de La Ligne Verte. Peut-on, doit-on condamner à mort un homme capable d'accomplir de tels miracles? Croyez-moi, je vous donne ma parole que je tenterai l'impossible pendant les heures qu'il vous reste. Je vais tout essayer. Nous avons donc le même postulat de départ et les mêmes enjeux dans les deux histoires. Mais ça ne s'arrête pas là. On remarque aussi une forte similitude entre deux scènes qui nous montrent toutes les deux le condamné à mort guérir un membre de la famille du directeur de la prison. La nuance, c'est que dans l'épisode de la chaise électrique, il s'agit de la fille du directeur, là où dans La Ligne Verte, il s'agit de la femme du directeur. Mais le principe reste le même, rendre le dilemme encore plus dur et impossible pour un homme qui a vu un membre de sa famille guérir par un supposé criminel. Et pour enfoncer le clou dans cette figure christique, qui soigne de manière extraordinaire les êtres blessés ou infirmes, on remarquera également la même approche visuelle pour représenter le pouvoir surnaturel à l'écran, c'est-à-dire avec une forte puissance lumineuse qui unit le guérisseur avec l'être en souffrance. Il faut noter également le twist final de l'épisode de la chaise électrique, qui, s'il apporte un dénouement assez différent de La Ligne Verte, aboutit finalement à la même problématique. En effet, à la fin de l'épisode, on comprend que toutes les personnes ayant été guéries par le pouvoir de Patrick Swayze sont désormais en capacité, elles aussi, de guérir les autres jusqu'à les faire ressusciter. Comme si cette faculté surnaturelle était un pouvoir contagieux, engendrant un cycle de vie sans limite. Alors que dans La Ligne Verte, le personnage de Tom Hanks reçoit uniquement pour lui la bénédiction d'une longévité de vie exceptionnelle, mais sans pouvoir rien faire pour les autres. Du coup, même si la fin de ces deux histoires semble partir dans deux directions différentes, elles se rejoignent finalement sur un point, le problème de l'immortalité. Avec cette question, l'immortalité est-elle une bénédiction ou une malédiction ? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Voilà, maintenant que nous avons établi toute la proximité qui existe entre ces deux histoires, est-ce qu'on peut malgré tout considérer que ces similitudes ne sont que le fruit du hasard ? Eh bien non, je ne crois pas.
puisqu'en creusant un petit peu, on s'aperçoit qu'il existe une vraie connexion entre Stephen King et non pas le scénariste, mais le réalisateur de ce fameux segment La chaise électrique. Ce réalisateur s'appelle Mick Garris, et il a adapté à l'écran, je vous le donne en mille, non pas un, mais 3 romans de Stephen King, La nuit déchirée en 1992, le téléfilm Le Fléau en 1994 et la nouvelle version de Shining en 1997. Donc il y a bien un lien qui unit ces deux hommes, puisqu'ils ont collaboré à plusieurs reprises et étaient forcément très proches. On peut donc légitimement supposer que Stephen King connaissait déjà cette histoire de condamné à mort avant de se lancer dans l'écriture, et que l'auteur a probablement dû s'arranger de manière officieuse avec le réalisateur et le scénariste pour reprendre le même postulat de départ et certains éléments narratifs afin d'écrire son nouveau roman qu'il baptisera La Ligne Verte. Il y a dû y avoir un arrangement entre ces personnes, puisque les noms de Rockne S. O'Bannon, le scénariste de l'épisode, ainsi que Mick Garris, lui aussi crédité comme auteur de l'histoire, n'apparaissent nulle part au générique de La Ligne Verte. Pour autant, peut-on considérer le roman ou le long-métrage comme le plagiat d'une autre œuvre? On serait tenté de dire oui, au vu de toutes les similitudes que je viens de vous citer, mais personnellement, j'aurais plus tendance à parler de grosse inspiration plutôt que de plagiat. Je sais que la frontière entre les deux est parfois très mince, mais je vais quand même essayer de vous expliquer. Tout d'abord, l'épisode de cette fameuse série ne dure que 20 minutes et n'a évidemment pas le temps de développer tout ce que Stephen King va mettre en place dans son roman. Un roman qui va plus loin dans l'exploitation du concept en explorant d'autres thématiques comme la rédemption, la vengeance, le racisme, le sadisme, ainsi que la question de la peine de mort que l'auteur traite viscéralement en humanisant les condamnés à mort, si bien qu'au moment des exécutions, un sentiment d'injustice nous envahit. Please, Paul. Don't put that thing over my face. Et tout ça avec des arcs narratifs bien plus étoffés pour approfondir encore plus l'humanité et les dilemmes de ces personnages. Bref, La Ligne Verte, c'est une extension d'une super idée de départ, mais qui nous emmène encore plus loin. À mon humble avis, le roman de Stephen King présente suffisamment d'innovation pour ne pas être catalogué simplement de pur plagiat. Par exemple, le point de vue principal de l'histoire ne vient plus du prisonnier comme dans la série, mais du gardien de prison joué par Tom Hanks. Et ça change déjà beaucoup de choses dans la dynamique du récit. Il y a aussi la volonté de raconter la vie quotidienne d'un couloir de la mort dans les années 30, à travers des relations intimes et humaines entre les gardiens et les prisonniers. Un peu antinomique comme phrase, hein, la vie quotidienne d'un couloir de la mort. Bref. Le personnage du condamné à mort est lui aussi différent. Dans La Ligne Verte, John Coffey est en réalité totalement innocent, alors que dans la série, le personnage de Patrick Swayze est un vrai criminel. Ce qui n'amène pas forcément à la même réflexion autour de la peine de mort, si dans un cas, le prisonnier est innocent, alors que dans l'autre, il est coupable. Sans oublier l'ajout de l'intelligente souris Mr. Jingle, qui fait office de guide à l'intérieur de cette prison pour indiquer aux spectateurs qui sont les bonnes personnes et les mauvaises personnes, et ainsi nous révéler la véritable personnalité de chacun. Il y a aussi la partie intrigue criminelle, avec le meurtre des 2 fillettes qui va entretenir pas mal de mystères et susciter le doute sur la culpabilité supposée de John Coffey jusqu'à la grande révélation finale. Et puis Stephen King profite aussi de cette histoire pour aborder un autre thème, celui de la vieillesse. Une vieillesse qu'il met en parallèle avec la vie d'un détenu qui attend sa sentence dans le couloir de la mort, dans La Ligne Verte. Comme on le dit assez souvent, toutes les histoires ont déjà été racontées, tous les schémas narratifs ont déjà été épuisés, tous les artistes se sont toujours inspirés des œuvres du passé. Ce qui est important, c'est d'aller plus loin, d'apporter un autre point de vue sur une même idée, et tant que ça reste suffisamment nouveau et singulier, je n'aurai aucun problème avec ça. Voilà pourquoi, dans le cas précis de La Ligne Verte, je préfère parler personnellement d'inspiration plutôt que de plagiat, de pur plagiat, mais ce n'est que mon avis, je vous laisse juger par vous-même et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous plutôt enclin à considérer tout ce que je vous ai présenté comme du plagiat ou comme une forte inspiration? On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Je vous ai donc exposé mon point de vue, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Une hypothèse que j'ai oublié d'aborder. Même si La Ligne Verte est parue en 1996, sous la forme de roman feuilleton en 6 parties, il n'est pas impossible que Stephen King avait déjà écrit son idée bien des années auparavant, peut-être même avant 1985, date à laquelle est sorti l'épisode de La chaise électrique. C'est peut-être le maître de l'épouvante lui-même qui a en réalité inspiré son ami Mick Garris à s'intéresser à cette histoire de condamné à mort, ce qui aurait conduit le réalisateur à embaucher un scénariste pour lui permettre de transposer ce concept en un épisode de la série Histoire fantastique. Ce n'est qu'une hypothèse, mais qui sait ?